Permettez-moi de commencer avec une question directe. Qu'attendent vraiment les femmes quand il s'agit d'intimité masculine? Vous avez sans doute entendu 1000 fois des plaisanteries, des commentaires lors de dîners entre amis ou encore des discussions sur les réseaux sociaux où l'on parle de taille comme si c'était l'unique critère du plaisir. Certains se vantent d'avoir un partenaire hors norme. D'autres se plaignent d'un manque supposé. Mais derrière ces blagues, il y a une véritable inquiétude, surtout chez les hommes de plus de 60 ans. Suis-je encore à la hauteur? Je suis la docteure Amélie, urologue et sexologue depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes et de femmes qui, comme vous, s'interrogent sur la sexualité après 60 ans. Ce soir, je veux vous donner des réponses claires, fondées sur la recherche scientifique et sur l'expérience clinique, pas sur des idées reçues. Nous allons ensemble déconstruire certains mythes et surtout redonner confiance à ceux qui doutent. Car non, la taille n'est pas le secret ultime du plaisir, et encore moins la seule clé de la satisfaction. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit exercice de réflexion. Demandez-vous franchement, à votre âge, ce qui compte le plus pour vous et pour votre partenaire, est-ce un chiffre sur une règle ou bien la qualité de la connexion, la tendresse, la capacité à écouter et à donner? Si vous hésitez encore, restez avec moi. Car ce que je vais partager va peut-être changer la manière dont vous percevez votre propre corps. Abonnez-vous dès maintenant. Nous commençons tout de suite. Les données réelles sur les préférences féminines. Commençons par un constat surprenant. Plusieurs équipes de chercheurs se sont intéressées non pas à ce que les femmes disent « préférer », car il est facile d'être influencé par des normes sociales ou par la peur du jugement, mais à ce qu'elles choisissent réellement lorsqu'elles sont seules face à leurs décisions. Et pour cela, ils ont étudié un marché particulier, celui des sex toys. Sur 8 grands distributeurs internationaux, ils ont relevé les ventes des jouets les plus populaires destinés à une insertion vaginale. Le raisonnement était simple. Si les femmes achètent un objet pour leur plaisir intime, il est probable que leur choix reflète de façon plus honnête leurs préférences corporelles. Les résultats ont surpris bien des hommes. La longueur moyenne des sextoys les plus vendus se situait entre 10 et 15 cm, soit environ 4 à 6 pouces. Et la circonférence moyenne n'excédait pas 11 à 12 cm, soit très proche de la moyenne naturelle d'un pénis en érection. Arrêtons-nous un instant. Cela signifie que, malgré tous les discours, la majorité des femmes choisissent pour elles-mêmes une taille parfaitement normale, souvent même un peu en dessous de ce que les hommes imaginent. Autrement dit, la fameuse quête du gigantisme n'a rien de réel. Elle appartient davantage aux fantasmes collectifs qu'aux désirs authentiques. Un autre angle d'analyse. D'autres chercheurs ont examiné les best-sellers parmi les godemichés dits réalistes, vendus sur Amazon et dans 5 grandes enseignes américaines. Là encore, les résultats allaient à l'encontre des clichés. La longueur moyenne insérable était de 16,7 cm, soit à peine au-dessus de la moyenne biologique. On est loin des 25 ou 30 cm que certains imaginent comme idéaux. Encore plus intéressant, lorsqu'on compare les critères d'achat, la circonférence et le confort d'utilisation pesaient bien plus lourd que la longueur dans la décision. En clair, ce qui compte réellement, c'est que le rapport soit agréable, sans douleur et adapté à l'anatomie de chacune. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, 66 ans, venue consulter avec son mari parce qu'il souffrait d'un complexe persistant.
Elle lui répétait depuis des années qu'elle était comblée, mais lui restait convaincue qu'il manquait de quelque chose. Un jour, lors de notre entretien, elle a osé dire devant lui « Mais enfin, pourquoi veux-tu être plus grand? Je t'aime tel que tu es. Ce que je cherche, c'est de la douceur et de l'attention. » Cet aveu a transformé leur vie intime. Et vous, avez-vous déjà demandé directement à votre partenaire ce qu'elle ressent vraiment? Pas ce que la société lui a mis en tête, mais son expérience intime à elle? Souvent, la réponse est surprenante et bien plus rassurante qu'on ne l'imagine. Les chiffres à retenir. Pour replacer les choses dans leur contexte, voici les données médicales fiables. La taille moyenne d'un pénis en érection se situe entre 12,5 et 15 cm de longueur et entre 11 et 12 cm de circonférence. Plus de 90% des hommes se trouvent dans cette fourchette. Moins de 5% dépassent significativement les 18 cm. Autrement dit, la norme, c'est vous. Alors pourquoi ce décalage entre la réalité et le discours public? Parce que le cerveau humain adore l'exagération. Les médias, les films pour adultes et les conversations de comptoir entretiennent le mythe selon lequel plus grand serait forcément mieux. Mais la vraie intimité repose sur autre chose: la confiance, l'écoute et la capacité à s'adapter. Une autre vérité souvent ignorée. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a interrogé des femmes qui déclaraient atteindre régulièrement l'orgasme vaginal. Elles ont en moyenne exprimé une préférence pour des tailles légèrement supérieures à la moyenne. Mais attention, il s'agissait de différences minimes, quelques millimètres, pas des dizaines de centimètres. Cela montre une chose importante. Les femmes peuvent avoir de petites préférences, mais elles ne cherchent pas l'extrême. Et surtout, la majorité d'entre elles obtiennent du plaisir par d'autres voies: le clitoris, les caresses, la complicité émotionnelle. Vouloir réduire la satisfaction féminine à une simple mesure, c'est oublier 80% de ce qui compte vraiment. Saviez-vous que plus de 70% des femmes déclarent ne pas atteindre l'orgasme uniquement par la pénétration? Voilà pourquoi la taille seule n'explique jamais tout. Pour les hommes de plus de 60 ans, vous vous demandez peut-être: d'accord, mais à mon âge, est-ce que tout cela a encore une importance? La réponse est oui, absolument. Votre sexualité continue d'évoluer et votre partenaire, elle aussi, continue d'avoir des besoins et des attentes. Mais ces besoins ne sont pas dans la comparaison ni dans la performance brute. Ils se situent dans l'intimité, la tendresse, la sécurité que vous offrez. Michel, 72 ans, me confiait récemment: j'ai passé 40 ans à me demander si j'étais assez grand. Aujourd'hui, je réalise que je n'ai jamais posé la vraie question à ma femme. Qu'est-ce qui te fait du bien? Quand il l'a enfin fait, il a découvert que ses gestes comptaient plus que ses centimètres. Je vous invite à un petit exercice dès ce soir. Prenez 5 minutes au calme avec votre partenaire. Demandez-lui: qu'est-ce que tu apprécies le plus dans nos moments d'intimité? Écoutez sans interrompre. Ce simple échange peut transformer votre perception. Lien entre taille, confiance et santé. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces études? Parce que le doute constant sur la taille mine la confiance en soi. Et quand la confiance chute, la performance suit. Le stress active le cortisol qui resserre les vaisseaux sanguins, réduit la qualité de l'érection et fragilise la prostate. Oui, vous avez bien entendu,
le simple fait de vous angoisser sur un chiffre peut finir par altérer votre santé prostatique. C'est là que nous commençons à faire le lien avec notre deuxième grand thème, celui que nous aborderons dans la suite, la masturbation, la prostate et le rôle clé des habitudes sexuelles dans la prévention des troubles après 60 ans. Mais avant cette transition, je voudrais que vous reteniez un message essentiel. Vous n'êtes pas défini par une mesure. Vous êtes défini par la manière dont vous vous connectez à votre partenaire et par la manière dont vous prenez soin de votre santé. Une étude menée à Harvard sur plus de 30 000 hommes a montré que ceux qui avaient confiance en leur vie sexuelle, indépendamment de leur taille, avaient un risque réduit de 28% de développer des troubles érectiles chroniques. Pourquoi? Parce que la confiance favorise la détente et la détente favorise la circulation. Voilà le cœur de notre premier bloc. Nous avons déconstruit un mythe, replacé les chiffres dans leur contexte et ouvert la porte vers un sujet encore plus essentiel. Comment vos habitudes sexuelles, et notamment la régularité de vos éjaculations, influencent directement votre prostate et votre vitalité après 60 ans. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Après avoir clarifié ce mythe de la taille et replacé la confiance au centre de la sexualité, il est temps d'aborder une autre question tout aussi sensible mais encore plus cruciale pour la santé des hommes de plus de 60 ans, la masturbation. Certains d'entre vous, en m'écoutant, se crispent déjà, car ce mot réveille parfois un mélange de gêne, de culpabilité ou même de déni. Beaucoup d'hommes pensent qu'après 60 ans, cela ne les concerne plus ou que ce serait un signe de faiblesse, d'isolement, voire de perversité. Pourtant, la science et l'expérience clinique racontent une toute autre histoire. La masturbation n'est pas seulement un acte intime, elle peut être un outil de santé. Oui, vous avez bien entendu. Lorsqu'elle est pratiquée avec modération et dans le respect de votre corps, elle joue un rôle direct sur la circulation sanguine, sur l'équilibre hormonal et surtout sur la santé de votre prostate. Pourquoi la prostate est au cœur de cette discussion? Rappelons-le, la prostate est une petite glande de la taille d'une noix située juste sous la vessie. Elle produit une partie du liquide séminal qui protège et nourrit les spermatozoïdes. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle influence la qualité des érections, le confort urinaire et même le bien-être général, car toute inflammation ou congestion se traduit par une gêne permanente dans le bassin. En vieillissant, cette glande devient plus vulnérable. Chez beaucoup d'hommes, après 55 ans, elle a tendance à grossir. Un phénomène qu'on appelle hyperplasie bénigne de la prostate. Ce n'est pas un cancer, mais cela entraîne souvent des symptômes gênants. Besoin fréquent d'uriner la nuit, jet plus faible, sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. Alors, quel rapport avec la masturbation? Lors de l'éjaculation, la prostate se contracte. Ces contractions permettent de vider partiellement son contenu, d'améliorer la circulation locale et d'évacuer des déchets cellulaires et des protéines accumulées. C'est un peu comme rincer régulièrement un filtre, cela évite qu'il s'encrasse. Combien de fois vous êtes-vous levé cette nuit pour uriner? 0, 1, 2 ou davantage? Si la réponse dépasse une fois, il est peut-être temps d'écouter attentivement ce qui suit.
l'effet hormonal des éjaculations régulières. Au-delà du simple effet mécanique, il y a aussi une dimension hormonale. Après l'orgasme, le taux de DHT, une forme puissante de testostérone qui stimule la croissance de la prostate, chute temporairement. Autrement dit, chaque éjaculation offre à la glande une pause, un répit face à une stimulation excessive. Des études montrent que les hommes qui éjaculent 2 à 4 fois par semaine réduisent leur risque de cancer de la prostate d'environ 30%. Ce chiffre, je le répète souvent à mes patients, car il parle plus que de longs discours. Mais attention, comme pour tout, l'excès peut devenir contre-productif. Des éjaculations trop fréquentes, surtout chez des hommes fatigués ou souffrant déjà de troubles hormonaux, peuvent perturber l'équilibre global, baisse de testostérone disponible, augmentation du cortisol, fatigue pelvienne. Il faut trouver le juste milieu. Je pense à David, 65 ans, ancien chef de chantier. Pendant presque 10 ans, il avait complètement cessé toute activité sexuelle, pensant que c'était fini et que son âge ne lui permettait plus ce plaisir. Résultat, prostate gonflée, PSA en hausse, inconfort quotidien. Lorsqu'il a repris doucement une activité régulière, 1 à 2 fois par semaine, ses symptômes se sont apaisés et son énergie a changé. La dimension musculaire et circulatoire. Lorsque vous éjaculez, vos muscles du plancher pelvien et la prostate travaillent ensemble. Ces contractions améliorent le flux sanguin local et un tissu bien irrigué reste souple, nourri, résistant à l'inflammation. À l'inverse, l'inactivité prolongée favorise la stagnation, la raideur et la vulnérabilité aux infections. Cela ne veut pas dire qu'il faille s'imposer une routine mécanique, mais il est important de comprendre que l'abstinence complète, si elle n'est pas un choix assumé et équilibré, peut avoir un coût biologique. Posez une main sur votre bas-ventre et respirez profondément. Sentez-vous une lourdeur, une tension diffuse dans cette zone? Ce simple signal corporel peut déjà indiquer que votre prostate a besoin de mouvement, de circulation, de détente. La bonne fréquence selon l'âge. Alors, combien de fois par semaine? Beaucoup d'hommes veulent un chiffre exact. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de règle universelle, mais voici quelques repères issus de la pratique clinique. Entre 40 et 50 ans, 3 à 4 fois par semaine peuvent être bénéfiques. Entre 50 et 60 ans, 2 à 3 fois suffisent généralement. Après 60 ans, 1 à 2 fois par semaine représente un bon équilibre pour soutenir la prostate sans fatiguer le corps. Mais plus important que la fréquence, c'est l'écoute de vos sensations. Si après l'acte vous vous sentez apaisé, plus léger, plus énergique, c'est que vous êtes dans la bonne zone. Si au contraire vous êtes vidé, irrité ou tendu, c'est peut-être trop. Savez-vous que 80% des hommes pensent que leurs réveils nocturnes sont normaux avec l'âge? Pourtant, ils sont souvent le premier signe d'une prostate congestionnée. Le poids de la psychologie. Je ne peux pas parler de masturbation sans évoquer la honte. Des générations entières d'hommes ont grandi avec l'idée que ce geste était sale ou malsain. Résultat, même à 60 ou 70 ans, certains portent encore cette culpabilité. Et cette culpabilité agit comme un poison silencieux. Elle bloque la détente, elle crispe les muscles, elle empêche le corps de profiter des bénéfices de l'acte.
Il est temps de briser ce cercle. Masturber après 60 ans n'est ni un tabou, ni une pathologie. C'est un outil parmi d'autres pour prendre soin de vous, exactement comme faire une marche quotidienne ou boire suffisamment d'eau. François, 74 ans, me disait « J'avais honte. Je croyais que ce n'était pas digne de mon âge. Puis j'ai compris que c'était un geste de santé, pas un secret honteux. Depuis, je dors mieux et je me sens plus vivant. » Ce que dit la science. Plusieurs études longitudinales montrent que les hommes qui maintiennent une activité sexuelle régulière, qu'elle soit partagée ou solitaire, conservent une meilleure fonction érectile et un risque réduit de troubles urinaires. Pourquoi? Parce que la régularité entretient les vaisseaux sanguins, le tissu prostatique et la réponse hormonale. À l'inverse, une longue période d'abstinence, surtout si elle n'est pas accompagnée d'exercices physiques ou de stimulation pelvienne, est associée à une augmentation du risque d'hyperplasie bénigne et d'inconfort chronique. Avez-vous encore remarqué des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Ce petit indicateur est un excellent baromètre de votre santé circulatoire et hormonale. Le rôle du mode de vie. Bien sûr, la masturbation n'est qu'un élément de l'équation. Pour protéger votre prostate, il faut aussi une bonne hydratation, une alimentation pauvre en graisses saturées, un poids abdominal contrôlé et une activité physique régulière. Mais le message clé, c'est que l'acte intime n'est pas un luxe du passé. C'est un levier actuel à portée de main pour préserver votre vitalité. Et dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment votre routine quotidienne, dès le matin, peut influencer directement votre circulation, vos hormones et même votre humeur. Car la sexualité n'est pas isolée, elle fait partie intégrante de votre hygiène de vie globale. Nous avons vu ensemble combien la prostate, la circulation et l'équilibre hormonal pouvaient être influencés par la régularité de vos habitudes intimes. Mais je veux vous emmener encore plus loin, car votre santé sexuelle n'est pas un îlot isolé. Elle est directement reliée à tout ce que vous faites du matin au soir. Votre sommeil, vos repas, vos boissons, vos mouvements, votre stress. Tout cela agit comme des interrupteurs invisibles qui peuvent soit renforcer vos capacités, soit les affaiblir. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'un comprimé ou d'un geste ponctuel pour réparer leur sexualité. Mais la réalité, c'est qu'aucun médicament ne remplacera une hygiène de vie cohérente. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de transformations impossibles, mais de petits choix répétés chaque jour. Le rôle de l'hydratation. Permettez-moi de commencer par quelque chose de très simple, l'eau. Oui, un geste aussi banal que boire un verre d'eau peut avoir des répercussions sur votre circulation pelvienne et donc sur vos érections. Quand vous êtes déshydraté, votre sang s'épaissit, la pompe cardiaque force davantage, la microcirculation ralentit. Résultat, moins d'oxygène et de nutriments arrivent aux tissus qui en ont besoin, y compris au niveau du pénis et de la prostate. À l'inverse, une bonne hydratation fluidifie le sang, améliore la nutrition cellulaire et aide vos organes à éliminer les déchets. Une étude de Harvard a suivi plus de 30 000 hommes, ceux qui buvaient régulièrement 1,5 litre d'eau claire par jour avaient moins de troubles prostatiques que ceux qui se contentaient de café ou de soda. Prenez une gorgée d'eau maintenant. Oui,
tout de suite. Votre corps vous remerciera avant même la fin de cette vidéo. Les règles simples de l'hydratation. L'idéal n'est pas de boire 3 grands verres d'un coup, mais de fractionner vos apports. Visez un grand verre le matin, puis des petites gorgées régulières jusqu'au soir. Et observez une règle d'or. Votre urine doit avoir une couleur paille claire. Trop foncée, vous manquez d'eau. Complètement transparente toute la journée, vous buvez trop. Évitez aussi l'erreur fréquente. Boire énormément juste avant d'aller dormir. Vous multiplierez vos réveils nocturnes et fragiliserez votre sommeil, alors même que c'est lui qui régénère vos hormones. Le rôle de l'alimentation. Passons maintenant à ce que vous mettez dans votre assiette. Savez-vous que chaque kilo de graisse abdominale favorise la conversion de votre testostérone en œstrogène, cette hormone plus féminine qui réduit la libido et augmente les risques de troubles prostatiques? C'est l'action de l'aromatase, une enzyme présente dans les tissus graisseux. Autrement dit, ce ventre que vous pensez banal agit en réalité comme une usine chimique qui détourne vos hormones. Voilà pourquoi garder un tour de taille inférieur à 102,5 cm n'est pas seulement une question d'esthétique, mais un vrai enjeu médical. Votre ceinture est-elle plus serrée qu'il y a 5 ans? Ce simple repère peut déjà indiquer une accumulation de graisse viscérale qui agit silencieusement contre vos hormones. Les aliments protecteurs. Heureusement, certains aliments jouent le rôle inverse. Ils protègent la prostate, améliorent la circulation et stimulent naturellement la production de testostérone. Les tomates cuites, riches en lycopène, réduisent le risque de cancer de la prostate. Les poissons gras comme le saumon ou la sardine apportent des oméga 3 qui fluidifient le sang. Les graines de courge, bourrées de zinc, soutiennent directement la production hormonale. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, stimulent l'oxyde nitrique, cette molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et rend les érections possibles. À l'inverse, limitez les plats ultra transformés, riches en sel, en graisses hydrogénées et en sucre rapide. Ces aliments entretiennent l'inflammation chronique, cette petite braise silencieuse qui fatigue vos artères et vos organes reproducteurs. Je me souviens de Michel, 68 ans. Il se plaignait d'une perte de vitalité et de désirs plus rares. En discutant, je découvre qu'il mangeait presque exclusivement des plats préparés et très peu de légumes. 3 mois après avoir changé ses habitudes, tomates mijotées, noix, poisson 2 fois par semaine, il m'a confié avoir retrouvé une énergie qu'il croyait perdue pour toujours. L'importance du mouvement. Après l'eau et l'alimentation, parlons du mouvement. L'homme moderne passe trop de temps assis, devant un écran, dans la voiture, à table. Or, la position assise prolongée comprime la circulation dans le bassin, accentue la congestion prostatique et rigidifie les artères. Appliquez la règle du 32. Toutes les 30 minutes, levez-vous et bougez au moins 2 minutes. Pas besoin d'un marathon. Marchez dans le couloir, étirez vos jambes, déroulez vos épaules. Ces petits gestes suffisent à relancer le flux sanguin et à nourrir vos tissus. Levez vos épaules maintenant, relâchez-les doucement. Sentez déjà la détente? L'activité physique régulière. Au-delà de ces pauses, intégrez une marche quotidienne de 20 minutes. Ce simple effort améliore la circulation pelvienne, favorise la production d'oxyde nitrique et renforce vos muscles pelviens.
Les études montrent qu'une activité physique régulière réduit de 40% le risque de complications prostatiques. Le sport n'est pas réservé aux jeunes. Bien au contraire, c'est après 60 ans qu'il devient vital. Peu importe que ce soit la natation, le vélo d'appartement, la gymnastique douce ou la danse. Ce qui compte, c'est la régularité, le sommeil et le stress. Nous oublions souvent que nos hormones se régénèrent la nuit. La testostérone, par exemple, est produite principalement durant le sommeil profond. Si vos nuits sont écourtées ou fragmentées par le stress, votre énergie sexuelle s'effondre. Le cortisol, hormone du stress, agit comme l'ennemi invisible. Il contracte vos muscles pelviens 24 heures sur 24, il réduit la dilatation des artères et il bloque la libido. Voilà pourquoi gérer son stress est tout aussi important que manger ou boire correctement. Essayez une respiration simple 3 fois par jour. Inspirez 4 secondes par le nez, soufflez 6 secondes par la bouche. 2 minutes suffisent pour réduire le cortisol et détendre le plancher pelvien. Dormez-vous d'une traite ou vous réveillez-vous souvent fatigué? La réponse éclaire directement la qualité de votre équilibre hormonal, l'impact psychologique. Enfin, n'oubliez jamais que votre tête et votre corps fonctionnent ensemble. Si vous portez une culpabilité ou une inquiétude constante sur vos performances, vos muscles se crispent et vos artères se contractent. La confiance et la sérénité sont les premiers aphrodisiaques. Un sourire échangé, une marche main dans la main, un mot tendre avant de dormir. Ces gestes simples nourrissent autant la sexualité que n'importe quelle pilule. Pierre, 70 ans, me confiait qu'il n'osait plus approcher sa femme depuis qu'il avait connu quelques pannes. Il avait peur d'être jugé. Après avoir appris à respirer, à marcher chaque jour et à parler ouvertement avec sa compagne, il m'a dit cette phrase: « Docteur, je n'ai pas seulement retrouvé mes érections, j'ai retrouvé ma dignité. » Voilà ce que je veux que vous reteniez. La sexualité après 60 ans est un reflet de votre mode de vie. Chaque gorgée d'eau, chaque pas, chaque repas, chaque respiration construit ou détruit vos fondations. Vous n'êtes pas condamné par l'âge, vous êtes guidé par vos choix quotidiens. Et dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de la sexualité partagée, de la communication dans le couple et des pratiques sûres et épanouissantes qui peuvent transformer vos nuits et vos relations, même après des décennies de vie commune. Nous avons exploré ensemble la taille, la prostate, les habitudes de vie. Mais il reste une dimension sans laquelle tout le reste perd de sa force, la relation elle-même. Car une sexualité saine après 60 ans ne se réduit pas au corps individuel, elle se nourrit aussi de la complicité, de la communication et du plaisir partagé. Trop d'hommes me disent « Docteur, j'ai peur d'en parler, je crains la réaction de ma femme. » Et pourtant, c'est souvent ce silence qui crée les plus grandes distances dans le couple. L'importance de la communication. À 30 ans, on peut encore compter sur la spontanéité. Mais après 60, les choses évoluent. Le corps change, les rythmes se modifient, les attentes aussi. Si vous ne parlez pas, chacun risque d'imaginer le pire. Votre partenaire peut croire que vous n'avez plus envie d'elle, alors que vous redoutez simplement une panne. Et vous pouvez penser qu'elle ne vous désire plus, alors qu'elle attend une preuve de tendresse. Un mot suffit parfois à briser des années de malentendus. Osez dire « J'aimerais essayer de prendre plus de temps, de ralentir,
peut transformer la façon dont votre partenaire vit l'intimité. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois de votre intimité avec votre partenaire en dehors du lit? Les gestes qui comptent. Beaucoup pensent qu'à notre âge, les préliminaires sont optionnels. Je vous affirme le contraire. Après 60 ans, les préliminaires deviennent le cœur même de la relation sexuelle. Pourquoi? Parce que la circulation est plus lente, les tissus sont moins réactifs et le désir a besoin de plus de stimulation douce et prolongée. Un massage des épaules, un baiser qui dure, une caresse sur la joue. Ces gestes réveillent le corps et préparent l'esprit. Ils diminuent l'anxiété de performance et redonnent confiance. Je pense à Jean et Marie, mariés depuis plus de 40 ans. Ils venaient me voir pour des pannes érectiles récurrentes. Plutôt que de prescrire immédiatement un médicament, je leur ai proposé d'allonger leur préliminaire à 20 minutes, sans aucune obligation de pénétration. 3 semaines plus tard, Jean m'a confié qu'il n'avait pas seulement retrouvé des érections, mais aussi une complicité qu'il croyait perdue. Explorer d'autres formes de plaisir. La pénétration n'est pas le seul chemin. Les caresses manuelles, les baisers prolongés, l'utilisation de lubrifiants adaptés ou même de sextoys peuvent enrichir vos échanges. Beaucoup d'hommes hésitent à introduire ces aides, pensant que cela signifierait une faiblesse. En réalité, c'est tout le contraire. C'est un signe de maturité, d'ouverture et de confiance dans le couple. N'oubliez pas, le plaisir féminin n'est pas exclusivement lié à la pénétration. La majorité des femmes atteignent l'orgasme par stimulation clitoridienne. Offrir cette attention est un gage de tendresse et d'efficacité bien supérieur à l'obsession de la performance. Fermez les yeux 2 secondes et imaginez. Quel geste tendre pourriez-vous offrir à votre partenaire ce soir sans attendre de retour immédiat? Les positions et adaptations après 60 ans. Avec l'âge, certaines positions deviennent inconfortables pour les articulations ou le dos. Ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à l'adaptation. Les positions où l'on reste semi-allongé, où l'on peut s'appuyer sur des oreillers, réduisent la fatigue et augmentent le confort. La position du côté, par exemple, permet un contact intime tout en ménageant les genoux et le dos. La position assise face à face sur une chaise ou au bord du lit favorise la proximité et limite l'effort physique. Saviez-vous que près de 50% des douleurs sexuelles après 60 ans proviennent simplement d'un manque de lubrification ou d'un mauvais choix de position? L'hygiène intime et la sécurité. À cet âge, les infections urinaires ou prostatiques sont plus fréquentes. Une règle simple, toujours uriner après les rapports. Cela aide à éliminer les bactéries et à protéger vos voies urinaires. Utilisez des lubrifiants à base d'eau. Évitez les produits parfumés qui irritent. Et bien sûr, même après 60 ans, les infections sexuellement transmissibles existent. Si vous avez de nouveaux partenaires, n'oubliez pas la protection. Après un rapport, prenez-vous le temps d'uriner et de boire un verre d'eau. Ce geste réduit déjà une grande partie des risques. La dimension psychologique. Ne sous-estimez jamais la puissance de la tendresse. Après 60 ans, beaucoup de couples redécouvrent le plaisir de s'endormir dans les bras l'un de l'autre, sans pression. Cette chaleur libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui apaise le stress et renforce le lien conjugal. Rappelez-vous, la sexualité n'est pas un examen, c'est une conversation du corps.
et elle ne ressemble jamais exactement à celle de vos 20 ans. Elle est différente, mais pas moins belle. Un patient, André, 74 ans, m'a dit « Docteur, j'ai arrêté toute vie sexuelle parce que j'avais honte de mes pannes. » Après quelques séances de communication avec sa compagne, il a découvert qu'elle n'attendait pas de performance, mais seulement de la tendresse. Ils ont retrouvé une intimité douce, régulière, et André m'a confié « Je dors enfin paisiblement car je ne me cache plus. » Un plan en 7 jours pour raviver votre intimité. Pour conclure, je voudrais vous offrir un plan simple, réalisable en 1 semaine. 7 petits pas qui peuvent changer votre relation. Jour 1. Offrez un geste de tendresse inattendu. Un compliment sincère ou un baiser plus long que d'habitude. Jour 2. Buvez un grand verre d'eau ensemble au réveil. Faites-en un rituel. Jour 3. Marchez 20 minutes côte à côte, en silence ou en parlant. Le mouvement nourrit la complicité. Jour 4. Allongez vos préliminaires. Fixez-vous l'objectif de 15 minutes de caresse, sans obligation de pénétration. Jour 5. Parlez. Choisissez un moment calme et dites une chose que vous aimez encore chez l'autre. Jour 6. Testez une position plus confortable. Ajoutez des oreillers. Essayez la position du côté. Jour 7. Prenez 1 minute ensemble avant de dormir pour respirer profondément, main dans la main. Ces gestes semblent simples, mais accumulés, ils recréent une intimité solide, durable et joyeuse. Choisissez dès maintenant quel jour de ce plan vous voulez commencer ce soir. Notez-le mentalement. C'est votre premier pas. En résumé, la santé sexuelle après 60 ans n'est pas une relique du passé, c'est une dimension vivante de votre bien-être. Elle dépend de votre prostate, de votre circulation, de votre alimentation, mais aussi et surtout de votre capacité à communiquer, à vous adapter et à nourrir la tendresse. Vous n'êtes pas condamné à la résignation. Vous avez le pouvoir de transformer vos nuits et vos relations, pas par magie, mais par vos choix quotidiens. Alors je vous invite, osez, parler, bouger, aimer. Votre corps et votre cœur en sortiront plus forts. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochains conseils et surtout, commencez dès aujourd'hui. Car chaque petit geste compte et vous méritez de vivre une intimité épanouie, quel que soit votre âge.